C'est bon? Ouais. Est-ce que des fois tu penses Je pense, ouais. au fait que froc, ça ressemble vachement à frog en anglais? Bah là, je viens d'y penser, Ouais, tu moi vois. aussi. C'est une super intro pour ce podcast. Mhm. Pourquoi ça ressemble comme ça? Bah, je sais pas, c'est comme Joker et Poker. Ah ouais, Joker et Poker. Ah ouais, c'est le même champ lexical. Ah, finalement. Pas mal. Mais est-ce qu'on n'utilise pas les Joker au poker? Non. Peut-être pour ça. Bonjour à tous. Bienvenue sur Qui relève du document, le podcast dédié au cinéma documentaire. Après une petite pause estivale, on revient avec Alexandre Ruffier. En plus, à chaque fois, on dit qu'on ne fait pas de pause Ouais, puis on estivale. le fait quand même. Et on finit par la faire. Mais là, on avait des bonnes raisons cette année. C'était quoi nos bonnes raisons? Bon, on a créé un espace culturel sur Lausanne, surtout toi, dédié à l'improvisation. Et au cinéma et au aussi. cinéma. Donc, si vous faites de l'impro, que vous êtes sur Lausanne ou alentour, allez sur la page Instagram du Locool, On assume ce nom, ouais. L-O-C-O-O-L, pour voir toutes les informations à ce sujet. Bien joué, auto-promo en 5 secondes. J'y aurais pas pensé, t'es meilleur que moi. On a aussi écrit 3 livres. Oui, qui sortent en décembre et dont on fera la promotion à chaque épisode maintenant. Ce sera ça. Waouh, ok. Bon, restez connectés au réseau. Ouais. Et ça parle pas de cinéma par contre. Un peu dommage. Un peu de temps en temps. Moi, j'analyse 2-3 scènes, mais oh là là, ma voix est pétée. Ça va être cool. J'aime bien, ça te donne plus de charisme. Ouais, je crois aussi, un petit côté fumeur. Ouais. Bon, allez, fin de la pause estivale. Maintenant, bim bam, c'est la rentrée. Et on revient avec un film irlandais qu'on va analyser aujourd'hui qui s'appelle Further Beyond. Mm-hmm. Tu valides? Je me suis pas trompée sur le film qu'on analyse. Bon, sinon, vraiment, il faut que je change toutes là, mes je notes. viens de penser que ça ressemble au truc de Toy Story. Comment ça? vers l'infini et au-delà. Ah ouais, c'est vrai, peut-être qu'ils ont fait Aucun exprès. rapport, par contre. Aucun rapport, non vraiment. Bon, je vais l'introduire alors, ce petit film, avant que tu balances plus de blagues sur Toy Story. Comment débuter le montage d'un film sans ôter tout le potentiel contenu dans un plan? Comment faire un biopic sur la partie de la vie la moins connue d'un colonel colonial espagnol? Qu'est-ce que réaliser un biopic aujourd'hui, ce genre particulièrement codé? Le documentaire peut-il accueillir les films inachevés, inaboutis? Le documentaire Further Beyond, réalisé par Desperate Optimist, le partenariat créatif entre les deux artistes irlandais Christine Molloy et Joe Lawler, brasse ces questions et d'autres encore dans une forme particulièrement étonnante. Deux actrices enregistrent la voix off d'un film qui ne s'est pas encore fait. Et elles commentent les images et les erreurs de montage, expliquent le processus de pré-production du film, tout en nous racontant la vie du colonel Ambrosio O'Higgins. Petit à petit, s'insère une seconde histoire dans leurs mots, celle de la mère du réalisateur et son immigration de l'Irlande aux États-Unis. C'est bien parce qu'on commence par une sorte de mise en abîme finalement, parce qu'ils passent leur temps à lire un texte dans ce film, alors que nous, on commence par lire un texte et puis après on part en couille. C'est bien résumé ce qu'on fait dans ce podcast finalement. C'est vrai qu'on commence par une petite mise en abîme qu'on va d'ailleurs sûrement aborder dans le film, puisque le film est pétri de réflexions méta, mais qu'on pourra préciser qui sont des mises en abîme ou de l'autoréflexivité, ce qui n'est pas la même chose. Mm-hmm. Est-ce que tu veux commencer avec un aspect du film, Alexandre? On peut commencer par le tout début, qui est presque l'avant-film, avant que le film ne commence, parce que donc Christine Molloy et Joe Lawler sont deux artistes qui ne sont pas documentaristes à l'origine, qui font du théâtre surtout, et qui ont commencé par des courts-métrages. Moi j'ai noté, ils ont fait du théâtre, de l'art interactif pour Internet, des vidéos pour les musées, des courts-métrages et des films, selon Wikipédia. Et on fait donc 2 documentaires, donc Further Beyond et The Future Tense. Exactement. The Future Tense, qui sont... Qui ça est plutôt un titre Avenger ou X-Men, du coup. Avant, on était dans Toy Story. Days of Future Tense. On sent une petite influence quand même. Mais pourquoi ils se mettent au documentaire? C'est par l'impossibilité de faire un film, en tout cas un obstacle, s'ils veulent réaliser un biopic, mais on ne sait pas trop pourquoi ils le font pas. Est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que c'est juste qu'ils n'y arrivent pas à le faire? Mais en tout cas, il y a un peu cette impossibilité. On ne peut pas faire le biopic fictionnel qu'on a envie de faire, alors on va en faire un documentaire. C'est-à-dire de considérer qu'à la fois le documentaire c'est le parent pauvre de la fiction, c'est par le chemin par lequel on passe quand on ne peut pas faire de fiction, mais en même temps c'est aussi prendre en compte que le documentaire est
est puissant à cet endroit-là. C'est là où justement, lui, il est celui qui va amener la solution. Donc c'est aussi une certaine force de sa part. Donc il y a un peu une espèce de contradiction dans laquelle dans lequel ils s'inscrivent au tout début de leur film, avant que le film commence, qui est qu'on fait un film de documentaire parce qu'on peut pas faire autrement, mais c'est aussi le film qu'on peut faire parce qu'on peut pas faire l'autre. Ouais, c'est bien de mentionner cette espèce d'ambivalence qui en fait est pas vraiment une ambivalence, qui est plutôt ce qui permet au documentaire d'être une forme très libre et qui fait ce pourquoi nous on adore l'analyser. C'est que comme c'est une forme qui est largement désinvestie, c'est pas là du tout où on trouve le plus de subventions, bah c'est là où on va pouvoir essayer le plus de choses et avoir le plus de liberté, alors que la fiction, en tout cas la fiction qu'on destine plutôt à un grand public, va souvent avoir un cahier des charges très précis et très cadré, et ça va être beaucoup plus dur de paradoxalement trouver des financements. Mais ce que tu mentionnes quand même, je veux préciser que cette impossibilité de faire le film, elle n'est pas présente dans le film parce que ce qu'on nous raconte, c'est l'histoire d'un biopic qu'on a envie de faire, qui n'a pas encore été fait. C'est la projection d'un biopic. Donc peut-être que le biopic n'a jamais été fait, hein. Dans les faits, tu as raison, il n'y a pas de film en tant que tel après celui-là qui met en scène ce qu'il nous raconte. Mais voilà, dans le film, on ne nous dit pas qu'on n'arrive pas à le faire. On nous dit plutôt qu'on va devoir trouver tel financement, qu'on va chercher le lieu. Donc on est plutôt dans l'étape de pré-production plutôt que dans la constatation qu'on n'arrivera pas à le faire. On n'est pas comme chez Godard, par exemple, où il va faire Passion, puis après il va faire un autre film, un moyen-métrage d'1 heure, qui va s'appeler Le scénario de Passion, où là, ça sera une déconstruction du film. Là, on est vraiment dans un film qui remplace The Baron of Balinari. Of Balinari, donc qui est le titre du biopic qui aurait dû se faire, ou qui devrait se faire un jour peut-être. Mais ce qui est aussi, quand tu parlais de contraintes, c'est que le biopic, c'est un genre qui a énormément de contraintes. Surtout un biopic historique comme ça, qui se passe plusieurs centaines d'années dans le passé, où il y a des enjeux de reconstruction d'époque, il y a des enjeux de costumes, il y a des enjeux en plus là parce qu'il se déplace, il va en Irlande, il va en Espagne, il va au Chili. Donc il y a aussi des enjeux logistiques pour organiser ça, surtout qu'en plus on peut imaginer qu'il voyageait en bateau, donc est-ce qu'il faut des scènes de bateau, tout ça. Donc il y a aussi ce poids-là du biopic qui fait que le documentaire apparaît comme comme un chemin qui est plus facile, parce que paradoxalement, le documentaire qui se présente comme le genre du réel, le genre qui s'approche le plus du réel, c'est aussi le genre qui peut le plus facilement s'émanciper de ces contraintes de reconstitution et le plus facilement raconter en fait le passé au présent, comme on l'abordait dans un autre épisode avec l'anachronisme de Rancière. Ce qu'on pourrait préciser quand même, c'est que d'ailleurs ce qu'on dit, on ment un petit peu, on dit le film n'aura pas lieu. Dans les faits, du coup, on a quand même un film qui parle de Ambrosio O'Higgins, qui est donc ce personnage qui vit d'abord en Irlande et qui va ensuite immigrer en Espagne et devenir colonel sous l'Empire espagnol, et son fils d'ailleurs ensuite va diriger le Chili, je crois, si j'ai bien suivi. Donc finalement, le film a lieu, ne serait-ce que parce que la voix nous le raconte dans un film, et donc ça existe. Moi, ce que je voulais un peu aborder pour commencer, c'était justement ces espèces de petites frictions ou dissonances entre des frontières posées par le film. Donc on a un petit peu parlé du dispositif. Ce qu'on a principalement, c'est un acteur et une actrice qu'on va filmer dans une salle en train de lire une voix off. Et puis au fur et à mesure qu'elles lisent, on va avoir des images qui vont venir rencontrer la voix, qui vont être parfois commentées par la voix, parfois plutôt illustrées, qui vont entrer en dialogue et qui vont donc composer toute la matière du film. Ce qui est intéressant, c'est que le film est vraiment composé de frontières qui vont être constamment traversées. On a d'abord des frontières plutôt littérales dans les récits, puisqu'on nous raconte d'abord un départ de l'Irlande en Espagne, puis après, quand on parlera de la mère du réalisateur, on va nous parler d'un départ de l'Irlande aux États-Unis, puis un retour en Irlande, puis un retour aux États-Unis. Donc on a littéralement des frontières qui sont passées, mais on a aussi des frontières plus cinématographiques. Par exemple, une voix off, généralement, on en a un petit peu parlé dans l'épisode sur Fire of Love, elle existe dans une temporalité autre que la diégèse du film. Elle vient un petit peu surplomber ce qui est en train de se passer dans l'image. Et bien là, souvent, ça va être dépassé ou traversé. Des fois, par exemple, au tout début, à un moment donné, on va voir une image d'eau,
que la voix va commenter de manière plutôt traditionnelle, puis on aura un plan noir. Et la voix va s'arrêter et va dire « Was that supposed to happen ?» dans le sens « Est-ce que ce fond noir était censé arriver ?» Et donc là, à ce moment-là, elle traverse la frontière, parce qu'elle est en train de parler explicitement de ce qui est en train de se passer et non plus de l'illustrer par sa voix. Donc là, on a une petite friction. Et puis à un moment donné, par exemple, il y a l'acteur, je crois, il va s'arrêter et il va dire « Oh, est-ce que dans le script, je suis voix numéro 1 ou voix numéro 2 ?» Puis on lui dit qu'il est voix numéro 2, et puis il dit « Ah, d'accord ». Et puis ça continue, mais il y a juste ce petit moment, il y en a plusieurs un peu comme ça qui sont mis en scène, qui apparaissent comme ouvertement mis en scène, parce qu'on n'entend jamais la personne qui lui répond. Ouais. Et le rythme de la discussion ne fait pas vraie discussion, ça fait vraiment « Je dis ma phrase, je fais une petite pause, je dis ma prochaine phrase, je fais une petite pause ». Et ce qui donne un côté très factice à ces passages-là, mais de manière générale, le film a un aspect assez factice aussi, je trouve. Oui, les voix off font tout le temps une espèce de va-et-vient entre s'ancrer dans le présent du moment où elles sont enregistrées, en posant des questions donc aux réalisatrices qu'on n'entend pas, et en repartant dans cette narration qu'elles ont. On va avoir aussi une autre transgression où des fois les voix off, qui pourtant existent dans deux espaces très différents, les deux actrices ne sont pas dans la même pièce, on les voit jamais ensemble enregistrées au même moment, enfin ils sont dans la même pièce mais pas en même temps, on les voit pas sur un même plan, et parfois pourtant elles vont parler de ce que l'autre a raconté. L'homme par exemple va à un moment commenter quelque chose que la femme a montré et expliqué, et donc là on traverse un peu une frontière qui était posée de manière plus implicite, le fait que c'était deux voix qui étaient indépendantes l'une de l'autre. Ils ont la continuité du script quand même, ils ont le même script, il y a une espèce de, effectivement les deux voix sont séparées, mais il y a cette sorte de lien qui est le texte. Oui. Où ils s'alternent sans que ça soit forcément dit. Totalement, absolument. Et on a encore une autre transgression que je trouvais intéressante, c'est les temporalités du film. C'est-à-dire que cette voix off, elle a été écrite après le tournage. On le sait parce que déjà, elle commente des images qui se déroulent devant ses yeux, donc elle n'a pas pu être écrite avant que ces images soient tournées et montées. Enfin, c'est surtout pour ça qu'on le sait d'ailleurs. Et pourtant, elle se présente comme le présent du film en narrant la pré-production du film. Donc en racontant par exemple la recherche de lieux pour un décor, la recherche d'un acteur, enfin voilà. Et elle le raconte au présent, la plupart du temps. Et donc ça, toutes ces transgressions au sein des composantes cinématographiques, ça crée une forme de déstabilisation quand on regarde le film. Je sais pas si toi tu l'as senti, mais tu sais pas trop dans quelle temporalité tu te situes, ce que tu es en train de regarder exactement. Et c'est vraiment un temps qui est morcelé et multiple. Et on pourrait, je crois que tu l'as noté d'ailleurs, appeler ça une forme de distanciation, du coup cette espèce de perturbation qu'on subit, on va peut-être se distancier du film pour regarder un peu plus l'objet et pas être totalement happé dedans, mais moi je me suis dit que ça contribuait plutôt au discours auto-réflexif du film, c'est-à-dire que ça vient nous visibiliser finalement comment un film est fait, c'est-à-dire qu'un film, même s'il est fait de manière chronologique et linéaire, on a des étapes de pré-production, un tournage et de post-production, et ben en fait quand on regarde une image, factuellement, c'est tout ça qui existe dans l'image. C'est autant l'étape de pré-production que le tournage, que le montage qu'on est en train de regarder. Et en fait, en créant ces dissonances, j'ai l'impression que on essaie de nous visibiliser toutes ces étapes qui existent dans l'image. On est passé très vite sur beaucoup de composantes du film. Ralentissons-nous. Moi, je pose le menu et maintenant okay. Parce que oui, il y a cette forme-là qu'on pourrait détailler un peu plus. Donc effectivement, on a ces deux acteurs dans des pièces avec un micro devant eux, une feuille de script qui tiennent, et c'est ça la charpente du film. C'est ces gens qui nous parlent face caméra. Et après, effectivement, comme tu le dis, on va ajouter d'autres images. Après, il va y avoir aussi... T'as balancé l'histoire de la mer comme ça, effectivement. Après, on va avoir tout un aspect plus autobiographique de la part d'un des personnages qui va nous raconter effectivement l'histoire de sa mère et comment... Eux, ils vont pas faire de lien explicite, mais on va voir comment l'histoire de la mère fait écho à celle du baron dont il parle. Mais déjà, on peut parler déjà de cette forme-là qui fait très référence à la forme télévisuelle. Parce que des gens comme ça, assis derrière un bureau qui nous parlent, ça c'est la forme typique de la télévision, que ce soit des personnalités politiques qui font des allocutions, que ce soit dans les JT. On parlait avec Pacôme lors de son entrevue de Henri Guillemin, qui avait aussi participé à beaucoup faire de cette forme-là la forme... spécifique de l'histoire. Comme on raconte l'histoire, c'est quelqu'un derrière un bureau qui nous raconte, qui lit ou nous raconte quelque chose.
Et il y a pas longtemps, moi j'ai vu un film de Sacha Guitry de 1952, et c'était la même chose. Lui, derrière son bureau, qui lit un texte qu'il avait fait. C'était un film qui était fait pour la télévision. Donc déjà, on a déjà ce truc-là quand on démarre le film, on nous met face à ça. Bah, d'abord, il y a une petite introduction avec une musique un peu épique, et puis on voit un plan fictionnel du baron, comme ça, qui regarde vers l'horizon. Et après, on a ce truc-là. Et moi, je pense qu'il y a quand même ce choc qui est presque une recherche d'anti-cinéma. On va aller à l'inverse de ce que les gens imaginent ce qu'est le cinéma. Et c'est quoi ? C'est quelqu'un assis avec un micro qui lit un texte. Mhm. Donc déjà, je pense qu'il y a quand même cette espèce effectivement de choc esthétique de dire tout de suite tu sais que t'es dans un film qui est autre. Et après ils vont montrer que en fait finalement si ça aussi c'est du cinéma et on peut s'en servir. Et ça inscrit aussi tout de suite le film dans moi ce qu'on pourrait considérer le vidéo essai. Que Godard a beaucoup pratiqué, comme on T'as disait cité avant. 2 fois Godard en 10 minutes. Mais parce que pour moi, c'est vraiment la forme, c'est vraiment lui. Quand je tombe sur un truc là-dessus, je repense à lui derrière sa machine à écrire pour les histoires du cinéma, qui tape et qui lit des trucs, ou dans Passion, justement, il y a scénario de Passion, où vraiment il y a ce. Et encore une fois, c'était une idée de déconstruction. Tu parlais de distanciation. On peut peut-être citer Brecht, vu qu'ils viennent du théâtre, même si c'est pas forcément que Brecht la distanciation. Il y a comme cette idée, moi j'avais appelé de déstructuration. On va prendre tous les éléments du cinéma, comme dans un plat de cuisine, on va les mettre côte à côte au lieu de les mélanger. Donc on a la voix, on a l'image, on a le script, on a le micro, et on va les mettre côte à côte et on va voir qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Ouais, moi-même, j'irais plus loin, c'est plus que les éléments, c'est ce que je disais, et la temporalité du cinéma. Parce que non seulement on prend tous ces éléments, mais ces éléments vont nous servir à montrer ces 3 temporalités qui sont la pré-production, la post-production et le tournage. Et on va vraiment, du coup, visibiliser ce qui compose un film dans tout, finalement. Ce que tu as raconté là, cette façon de faire le film, donc qui est de s'asseoir à une table et de raconter, c'est pas un mode de visionnement qu'on a l'habitude de recevoir. C'est pas la plupart des films ne se présentent pas comme ça. On n'a pas l'habitude nécessairement d'écouter des gens lire un texte, sauf quand on regarde pas quotidiennement, mais c'est pas des films, c'est une émission sur YouTube. Il lit pas son texte, il se met en scène. Là, c'est vraiment un truc en scène. En plus, ils ont une voix très monotone quand même. Mais il y a une recherche de monotonie en tout Totalement. cas, où vraiment ils lisent, il y a très peu d'émotions, et c'est très lent aussi quand même comme lecture, donc je pense qu'ils sont conscients de faire un truc qui est chiant. Oui, moi j'irais pas jusqu'à dire chiant, mais ce que je voulais dire c'est qu'en tout cas moi, pourquoi je l'ai beaucoup mieux reçu la deuxième fois, c'est que je m'étais préparée à l'idée que c'était ça qu'il fallait que j'allais voir. Et même plutôt écouter d'ailleurs. C'était des gens qui me racontaient de manière monotone et douce une histoire, et une fois que je m'étais un peu calibrée à ce type de visionnement, c'était beaucoup plus facile à recevoir. Mais voilà, ça demande peut-être une petite adaptation, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'être dans ce rythme et cette temporalité-là. Et il y a presque aussi un geste de déconstruction par rapport au documentaire, parce que d'habitude, ça va être des images, et c'est la voix qui va venir lier les images entre elles, et ça va être plus facile comme ça, on va pas se faire chier à créer une narration. Alors que là, c'est d'abord la voix, et après les images qu'on va mettre dessus. Mais on sent que c'est quand même, avec cette idée de script qui a été écrit, on sent que c'est quand même, en tout premier lieu, ce qui est important pour eux, c'est cette voix. C'est d'écouter ces gens parler, ces 2 personnes là, et après on va essayer de mettre en image, et ça me fait penser à cette première anecdote, parce que le film commence par 2 prologues, et le premier prologue c'est une anecdote sur Robert Flaherty, qui explique qui est donc le réalisateur de beaucoup de films qu'on a Nanook of the North, qu'on a considéré comme des films ethnographiques. Man of Haran, un grand monsieur du documentaire, des premiers documentaires. Et en fait, il raconte, c'est une anecdote d'une monteuse qui veut monter son film avec lui, et puis il passe 2 semaines à discuter, et puis il touche pas une seule bobine de film, et puis elle se demande est-ce que c'est moi le problème ou pas. Et cette discussion-là, en fait, elle montre que, comme Flaherty qui ne voulait pas toucher ses bobines... il faut raconter pourquoi, qu'elle se rend compte finalement à la fin dans cette anecdote-là, c'est ça, madame. C'est qu'en fait, la fin de l'anecdote, c'est que Robert Flaherty ne veut pas monter ses films. Qu'il aimerait, si c'était possible, de filmer, de laisser les bobines comme ça, et c'est tout. Et c'est ça son film. Et si je me rappelle bien, c'est surtout parce qu'il n'a pas envie,
Parce que du moment que tu commences à utiliser un plan, tu lui ôtes toutes les possibilités qu'il avait. Tu le changes, tu lui donnes une direction et tu l'insères dans d'autres plans. Alors qu'avant ça, il reste ouvert finalement. Et c'est un peu ce qu'ils font eux avec leur film là, avec leur biopic, parce que ce que ça permet le documentaire, c'est de juste empiler toutes les recherches qu'ils ont faites, toutes les pistes qu'ils ont essayées, et de dire voilà, alors ça c'est les pistes, éventuellement le film pourrait partir dans cette direction, mais on va laisser ça comme ça. Et en fait le documentaire permet de faire un film quand même, mais de laisser ouvert effectivement toutes ces pistes-là, et aussi de dire telle info qui dans un film de fiction devrait passer par autre chose, tu vois, devrait dire à un moment donné, il s'est arrivé ça dans sa vie, il faut faire une scène pour montrer ça, ou il faut le mettre dans le décor, ou il faut mettre dans un dialogue. Alors que là, ils peuvent juste le dire, et puis c'est bon. Après, toi, tu peux deviner, ou tu peux t'imaginer, peut-être que ça fera une scène, peut-être que ça fera pas une scène. D'ailleurs, il cite Walter Benjamin dans l'œuvre à l'époque de sa reproductibilité technique, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Et qui parle beaucoup de l'œuvre en tant que concept et l'œuvre en tant que... moi, je l'ai pas lu, donc tu peux me contredire, mais une fois que le concept est genre matérialisé ou abouti, et la différence entre les deux... De l'extrait dont il parle, c'est sur la photographie, je crois. C'est quand il parle d'une photo, il me semble. Et cette idée que... Il cite le punctum de Barthes aussi, non? Il cite pas le punctum de Barthes, mais il parle de Barthes et de son rapport à la photographie. Mais il n'y a pas le mot punctum, parce que je sais que j'étais attentif à ça. Parce que et de cette idée que la photo, ça fige un instant. Et après, il parle donc, de partir de Benjamin, de cette idée de l'original. Et après, des itérations que tu peux en faire. Donc c'est pour ça qu'il le cite. Et quelle qualité a l'œuvre originale par rapport à ces itérations. Et ça colle avec cette idée de reproduction du biopic, qui est de représenter quelque chose qui a existé dans le passé. Et d'ailleurs, ça permet peut-être d'aborder un autre aspect qu'il y a dans cette voix, de ce qu'elle nous raconte, qui est qu'il y a beaucoup de références intertextuelles. On vient beaucoup citer, ne serait-ce que dès le début, avec l'anecdote avec Flaherty, mais on cite aussi Soderbergh, Kubrick, Barthes. On vient tout le temps appeler à des références extérieures. Et moi, j'ai trouvé que la plupart du temps... malheureusement, ça tombait un petit peu à plat, ces références, dans l'idée qu'on les balançait et après on les laissait pas vraiment exister dans le film. On les laissait pas respirer, rencontrer les images et la voix. On citait un petit peu pour citer, pour essayer d'amener un peu de réflexion plus profonde, mais sans l'approfondir finalement. Je pense que ça renvoie à cette idée que quand tu fais des recherches, tu lis des trucs, tu prends des notes, tu dis « Ah, cette idée, elle me parle ». Et puis tu sais pas vraiment encore trop ce que tu veux en faire, mais tu sais qu'elle te parle et tu la mets. Donc peut-être que c'est aussi dans ces trucs-là ils ont lu Soderbergh, il dit faire un film c'est comme faire une mosaïque de je sais plus combien de mètres de long avec le nez à 10 cm. Et je pense que c'est juste quelque chose qui leur a parlé. Ils l'ont écrit, puis après ils le redisent là. Je pense que c'est un peu cette idée-là de recherche, finalement ça colle avec tout le reste de... toutes les petites anecdotes qu'ils ont récoltées sur O'Higgins et tout ça. C'est vrai, mais c'est pas du tout mis en scène dans cet ordre, dans cette idée-là, tu vois. On nous dit pas vraiment la narration, qui est souvent au jeu d'ailleurs, les deux actrices sont un peu des avatars des deux réalisatrices, ne disent pas je lisais un livre et je suis tombée sur cette citation en réfléchissant à ce plan, m'est venu à l'esprit un livre que j'avais lu. On vient vraiment souvent plutôt même introduire des prises de parole à travers des citations. Et ce qui fait que moi je trouve qu'elle se déplie pas vraiment. Mais par contre, je trouve qu'il y a une autre forme d'intertextualité qui peut vivre, et ça nous permet peut-être de passer sur la deuxième narration, qui est l'histoire de la mère, parce que l'histoire de la mère nous est introduite par une vidéo de la mère, du réalisateur, en train de tirer un faux pistolet, si je ne m'abuse. C'est ça. Face caméra, c'est pour une pièce de théâtre qu'ils avaient réalisée il y a une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Exactement. Et qui est donc une image qui est tirée d'une autre œuvre pour être insérée dans celle-ci. Donc c'est aussi une forme d'intertextualité. On vient appeler une autre œuvre dans le film. Et je trouve que là, pour la première fois dans le film, j'ai eu l'impression qu'on laissait vivre l'intertextualité, parce qu'en fait, toute la narration du film s'arrête pour regarder cette image. Et ce que va faire la voix off, c'est vraiment commenter ce qu'elle est en train de voir, et elle va la commenter beaucoup. On va y revenir plusieurs fois. Il va d'abord donc regarder cette vieille dame à un moment donné où elle pense qu'elle n'est pas filmée, et il va commenter son visage, puis il va vraiment observer l'image et même se demander en fait qu'est-ce que ça fait de voir cette image de sa mère, parce que sa mère est morte depuis 15 ans, et là pourtant il a une vidéo d'elle. Et d'ailleurs c'était intéressant parce que tu parles de Barthes, qui notamment je crois a dit
avec Jérôme Ferrari qui a repris ça à son image, mais que en gros, quand on est pris en photo, au moment où le déclic arrive, la mort est déjà passée. Dans l'idée, en tout cas moi comme je l'interprète, c'est que on est en changement constant, on n'est jamais la même personne à chaque seconde qui passe, et en fait au moment où on capture notre corps n'existe déjà plus. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans ce moment où on s'arrête, c'est qu'on vient un peu remarquer l'inverse de ça. C'est de dire que cette femme n'existe plus et que là, pourtant, elle est vivante dans cette image. Et voilà, moi, je trouvais que c'était un moment où, pour une fois, du coup, on laissait vivre une intertextualité et en fait, on la laisse tellement vivre que ça va en devenir une narration à part entière, puisqu'à partir de là, la voix off de l'acteur ne va parler que de cette femme et de sa vie aux États-Unis et en Irlande. Surtout que cette image, elle revient dans The Future Tense, qui est leur film d'après, où ils reviennent un peu sur l'histoire de cette femme, notamment de ses problèmes psychiatriques, je crois, de différentes maladies qu'elle avait, de comment ça a influencé sa vie, etc. Mais ils reprennent cette image du coup de feu. Donc si vous avez vu, si vous regardez l'un ou l'autre en premier, il y aura aussi une intertextualité qui va se créer entre ces deux films-là, qui ont quasiment la même forme. Donc il y a ça. Mais il y a aussi, c'est vrai que tout le long du film, il y a une idée de dialogue. Tout va par deux. Il y a fiction documentaire, il y a donc l'irlandais avec la mère, donc on double, encore une fois. Quand je dis irlandais, tu dis Ambrosia O'Higgins. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire exactement. Parce que tu adores ce nom que tu retiens. Que je retiens hyper facilement. Oui, d'ailleurs tu l'as déjà dit au moins 5 fois dans ce podcast. Donc il y a entre le présent et le passé, il y a entre la mère et son fils, il y a entre l'Amérique et l'Irlande, il y a entre l'homme qui est entre les réalisatrices et les actrices, il y a aussi le rapport entre le réel et le cinéma. Donc il y a toujours cette idée de passer de l'un à l'autre, de dialectique finalement, qui traverse un peu tout le film. Mais moi, et par exemple, on parlait de 2 prologues, et le deuxième prologue, c'est un enfant, on ne sait pas si c'est l'enfant de l'acteur ou du réalisateur, et qui parle avec son père, et donc l'enfant il pose des questions, et son père, donc dans la salle de la voix, il lui répond en lisant aussi. Il y a un truc très, très étrange entre, d'un côté, le père qui est très froid, très fictionnel, on va dire, et l'enfant qui est beaucoup plus naturel parce que c'est un enfant, même si on a l'air de se douter qu'on lui a dit les questions à poser avant, qu'il les répète. Il y a comme ce truc où il est pas très à l'aise, il est un peu... C'est une scène que j'aime bien pour le coup parce qu'on a vraiment beaucoup de choses qui se passent en fait très peu de temps et on sent très bien cette tension entre le documentaire, la fiction, cadrer le réel, le laisser vivre. Et ça crée beaucoup de choses. Je sais pas vraiment ce que ça crée, mais je trouve que c'est une scène, quand tu la regardes, c'est drôle, c'est ludique. Et ça, c'est un peu dommage, effectivement, parce que on le retrouve au tout début, parce que ça arrive au moins de 10 minutes après le début du film. Et après, j'ai jamais retrouvé de moment aussi fort que ça, où leur forme vraiment crée quelque chose. Et je vais encore citer Godard, mais je trouve que dans ces films, même quand j'aime pas tout, il y a beaucoup de moments comme ça, en fait. De moments où la forme du cinéma, le montage, les idées vont créer quelque chose que t'aimes pas, qui va t'énerver, qui va t'émouvoir, qui va t'ennuyer. Mais on sent qu'il essaye de faire des trucs, alors que eux, ils sont quand même très dans la juxtaposition de choses. Et il y en a un autre moment où que j'avais pas capté la première fois, mais en gros, ils font encore une anecdote sur un professeur d'université qui demande à ses élèves d'écrire un papier sur d'abord une ville, puis après il y a des élèves qui n'y arrivent pas, alors il dit faites sur une rue, puis après ils n'y arrivent pas, il dit faites sur un immeuble, puis ils n'y arrivent pas, puis après il dit alors faites sur une brique de l'immeuble. Et en fait, après, beaucoup plus loin dans le film, ou un petit peu plus loin, on se rend compte que les images qu'ils ont utilisées pour illustrer cette anecdote-là, c'était la maison de la mère à New York. Donc là, on a encore une fois, petite réflexion sur, est-ce que c'est le fils qui raconte finalement l'histoire de sa mère depuis le début, et puis voilà. Mais ça arrive très rarement, 2 fois à peu près. Moi, j'aurais dit une 3e fois d'ailleurs, et comme ça, peut-être je peux aussi essayer de réfléchir avec toi à ce que ça a créé, ces moments où moi j'appellerais ça la fiction et le documentaire,
et donc porteurs d'une charge de réel plus grande, viennent se mesurer l'un à l'autre et se confronter, et qui est effectivement, je pense, le plus explicite et le plus réussi quand il y a ce chant contre chant entre l'enfant et la voix off en train c'est d'être ça. En enregistrée. fait, c'est le chant contre chant qui font jamais d'autres, où ils font jamais d'interaction très claire entre deux trucs. Ça va être voix, image. Et ça va être 1 minute chaque. Oui, c'est Il n'y ça. a pas d'aller-retour. Pas de confrontation littérale finalement, et qui font un petit peu plus dans The Future Tense, ils s'amusent un petit peu plus souvent avec ça. Mais là, il y a une autre scène quand même où ils s'amusent à faire ça, mais c'est un très court instant. C'est une scène aussi où 2 personnes sont capturées dans un régime plus documentaire. C'est 2 petits vieux. On est dans le village dans lequel a vécu Ambrosia O'Higgins en Irlande, et ils sont dans une maison en train donc dans la cuisine de ces 2 petits vieux. C'est un plan assez large, on les voit les deux en train de nous raconter leur avis sur Ambrosia O'Higgins, qu'ils connaissaient pas trop, ils savaient même pas qu'ils étaient originaires de là. Ils l'ont appris parce que la réalisatrice est venue pour faire un documentaire sur ça, et ils commentent le fait que c'était il s'est auto-proclamé baron, et que c'était donc probablement dû à la colonisation anglaise, parce que les Irlandais n'ont pas de titre de baron. Enfin bref, ils expliquent un peu tout ça, et ça c'est vraiment Ils disent que c'est un surnom. Oui, c'est ça. C'était son surnom Probablement, dans le village. Et puis ils disent comme lui, c'est ça son surnom dans le village, ça n'a rien à voir. Absolument. Et tu vois donc que c'est un régime documentaire pour plein de raisons. D'abord par les corps de ces personnes qui sont un peu mal à l'aise devant la caméra, et donc que tu sens qu'ils sont pas contrôlés comme des actrices qui sont en train d'être mises en scène, par le fait qu'ils se parlent un petit peu par-dessus. Et bref. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de nouveau le plan après celui-là. C'est l'actrice de voix off qui rebondit sur une phrase que la petite vieille a prononcée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche pas tout à fait, parce qu'en fait, cette phrase, le petit vieux parlait en même temps. Donc on l'a à moitié entendu. Et donc l'actrice, elle essaye de mettre l'emphase et dit quoi ? Qu'est-ce que cette petite dame a dit ? Et elle répète sa phrase. Et tu fais un peu... Mais c'est marrant parce qu'on l'a pas entendu en fait. La fiction essaie de vraiment de jouer avec le documentaire, mais le documentaire est venu un petit peu compliquer ce jeu, le rendre moins lisible. Et je trouve que ce moment est assez intéressant parce qu'il crée de nouveau une friction. On l'écoute et on fait « Ah, bah t'as un peu raté fiction. T'as pas réussi à rebondir sur le documentaire parce que le documentaire était un peu plus brouillon que ce que toi tu es. » Donc voilà, j'ai bien aimé ce moment-là pour ça aussi, qui était un tout petit instant de confrontation de nouveau entre la fiction, le réel, le documentaire, le cinéma. Dans cet aspect-là, je trouve, d'un point de vue théorique, intellectuel, on va dire, un peu plus surplombant, intéressant dans le film, c'est toute la réflexion sur les lieux de tournage. Parce que quand tu fais un biopic, tu te poses la question sur où est-ce que je vais filmer. Est-ce que je vais filmer sur le vrai lieu, où par exemple il avait un champ ou un truc comme ça, où il y avait un lac dans son histoire, un lac était important. Est-ce que je vais filmer devant le vrai lac qu'il a fait, où il était pour de vrai ? Ou est-ce que je vais prendre un lac qui est un peu plus cinématique, qui est un peu plus esthétique, qui va me permettre de peut-être faire du symbolique, de faire une image de cinéma peut-être un peu plus intéressante, ou en tout cas plus symbolique, ou peu importe. Et un peu cette tension entre la réalité historique ou documentaire, qui est, non, il faut le vrai lac, et les impératifs du cinéma. Et il cite notamment Kubrick qui a cherché pendant je ne sais pas combien de temps l'arbre parfait parce qu'il voulait vraiment le champ avec un arbre parfaitement comme il voulait, et puis etc. Et ça, c'est une discussion il donne pas de conclusion précise, mais c'est quand même assez intéressant de se poser cette question de qu'est-ce que ça veut dire faire advenir une image du passé. Parce que oui, imaginons, on va vers le lac qui est cité dans tel écrit, moi je suis au bord de ce lac-là. Déjà, tu sais pas à quel point il ressemble au lac d'il y a 200 ou 300 ans. Et puis techniquement, c'est le lac d'aujourd'hui, donc c'est plus le même lac. Donc là, tu peux te dire, alors si c'est pas le même lac, autant en choisir un autre. Et puis après, si t'en choisis un autre, pourquoi t'en choisis un autre, comment tu fais ? Et puis à un moment, ils disent, on doit aller filmer à Cadiz, en Espagne. Et ils disent, en fait, Cadiz, il n'y a que Cadiz qui ressemble à Cadiz. Donc on peut pas aller autre part qu'à Cadiz. Encore une fois, je trouve qu'ils vont pas très 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 loin sur ces réflexions-là. Ils les posent comme ça, comme des questions qu'ils ont dû résoudre, parce que, par exemple, il y a la maison d'enfance du baron qui n'existe plus, qui a été détruite. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la représenter ? Et c'est tout.
Ouais, je suis d'accord que de nouveau, ils laissent pas non plus vraiment vivre ça, mais parce que c'est aussi une forme très très contrôlée, finalement, leur film, alors que ça porte, comme tu dis, des questions très intéressantes sur qu'est-ce qui t'intéresse quand tu captes quelque chose. Est-ce que c'est la charge de réel et donc de passé, ou est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va être en tant que tel dans l'image? Comme tu disais, est-ce que je veux créer du symbolique, ou est-ce que je veux capter un truc qui est peut-être plus moche, mais qui aura une dimension de réel plus forte, et qui est une question intéressante finalement. Puis à l'écran, nous, on sait pas si c'est le vrai lac ou pas. Ouais. Donc, on s'en fout. En plus. Ouais, mais qui vient aussi peut-être un peu visibiliser ce que eux appellent pas mentir, mais genre tronquer la vérité for a greater cause, qui est donc de choisir par exemple un autre lieu pour que ce soit plus esthétique, et qui vient un peu poser ces questions qu'on aime bien se poser de mais qu'est-ce que ça veut dire finalement plus esthétique, plus cinématographique, enfin pourquoi est-ce qu'on a défini que c'était de cette manière-là que quelque chose était plus esthétique, que ça devait être plus beau, plus grandiose. C'est un peu ça l'idée. Plus appréciable pour le regard peut-être parce aussi. Que quand il cite Kubrick, c'est cette idée-là, c'est du grandiose, quoi. Il faut que il faut que le champ il soit épique, qu'il y ait un champ vide avec un seul arbre au milieu, parce que comme ça, c'est joli à la caméra, tu peux en faire quelque chose d'épique. Et c'est pas du tout, effectivement, dans cette petitesse du réel, des fois. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, Rabat Mörzaïmech, il fait, lui, parce que lui, il a fait des films d'époque avec 3 francs 6 sous de budget. Mais parce qu'il s'en fout, en fait, lui, du grandiose. Parce qu'en fait, tu vas dans un champ aujourd'hui, dans une forêt avec une route en terre, c'est une route en terre avec c'est un peu intemporel, quoi. Donc tu peux la faire passer pour une route d'il y a 200, 300, 400 ans. Donc lui, il s'en fout. Lui, il cherche pas cette idée de « Ah, mais le Moyen-Âge, c'était épique, c'était des grandes batailles, c'était des châteaux. Ah, mais la découverte du Chili par machin, c'est pas la découverte d'ailleurs, l'arrivée au Chili par... un colonisateur irlandais, c'est un truc de fou, c'est des grands bateaux. Alors que, en fait, non, pas forcément. À l'époque, le présent, c'était le présent, il n'y avait rien de grandiose. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je sais plus dans quel épisode on parlait de ça, où on remettait un peu en cause le fait qu'esthétique, ça voulait dire une image qu'on considérait comme belle. Et qu'en fait, une esthétique, c'était les choix que tu faisais dans ta captation du réel. Ouais. Et du coup, je trouve que tu as raison quand tu dis c'est plutôt du grandiose qu'on cherche, pas de l'esthétique quand on veut remplacer. Et rien à voir, mais ce que tu dis, ça me fait penser quand même à une dissonance qu'on n'a pas beaucoup réfléchi en termes de narration. C'est que c'est quand même intéressant parce qu'il y a un sujet qui revient souvent dans, en tout cas les 3 films qu'on a vus d'eux, c'est le sujet de l'Irlande. Parce que c'est des Irlandais, on le sait, l'Irlande a vécu des oppressions horribles de l'Angleterre, une colonisation, une famine, exactement. Et ce qui est intéressant dans les choix des 2 personnages qu'ils choisissent, donc la mère et Ambrosio O'Higgins, c'est que la mère fuit l'Irlande avec sa famille parce que je crois que les conditions en Irlande étaient très difficiles à ce moment-là. Je pense qu'elle naît à New York. Oui, parce que sa famille a fui l'Irlande. Sa famille parce qu'il y a eu une grosse communauté irlandaise, notamment à New York, qui a fui l'Irlande. Et ensuite, elle revient, puis elle repart. Mais disons plutôt qu'elle part et qu'elle va dans un endroit parce que les conditions de vie sont difficiles. Et que Ambrosio, il fait la même chose, il fuit l'Irlande en plein pendant la colonisation anglaise, mais qui devient lui-même un colon finalement, puisqu'il rejoint l'Espagne qui est en train de coloniser entre autres le Chili. Ouais. C'est quand même intéressant d'avoir choisi un personnage qui devient le méchant, on va dire ça comme ça, de manière très grossière et réductrice. Mais ça, il l'aborde pas du tout. Non, justement, c'est ça que je me suis dit en t'écoutant. Les violences qu'il aurait pu éventuellement commettre au Chili en arrivant... Il y a vraiment cette idée plutôt d'exil, en fait, quand eux, ils le prennent sous le terme de l'exil, de ce gars qui arrive dans les Landes, il marche à pied dans la neige, tout ça, donc on ne sait pas trop, effectivement, quel crime il aurait pu commettre en tant que colon. Ce qui est un peu questionnant et qui est d'ailleurs révélateur parce et je pense que, enfin, je sais pas si c'est conscient, mais en tout cas ils font exprès et ils le disent plusieurs fois que ce qui les intéresse vraiment avec ce personnage, c'est justement sa vie en Irlande, puis son immigration en Espagne, puis au Chili, et donc pas ce qu'il fait après. Donc ils occultent quand même un peu volontairement le moment où il se retrouve lui-même dans la position de colon. Oui, et ils disent d'ailleurs, on se tire une balle dans le pied parce que l'aspect le plus intéressant, le plus vendeur à des producteurs, c'est la partie après complot, où ils disent complot politique, révolution, etc. Mais d'ailleurs, dans leur future tense, ils parlent plus de l'Irlande encore, parce qu'ils parlent de l'IRA et de tout ça, je crois aussi. Donc c'est toujours en souterrain dans leur film,
là, c'est vraiment... C'est très, très léger, la partie sur la famine en Irlande, sur la Ouais, ils en parlent colonisation. beaucoup plus dans Shutter Island. Et ça nous fait penser à cette histoire donc, de la mer dont tu parles, et que... Moi, je trouve ça assez intéressant qu'ils ne fassent pas de parallèle conscient, où ils nous disent pas « Regardez, là, il y a un lien », et puis ils le font. C'est que ça permet d'adresser cette idée quand on crée une œuvre d'art, que ce soit un biopic, que ce soit un livre ou quoi que ce soit, qu'on va forcément s'y intéresser, ou on va forcément y mettre du nous dedans. Et là, on comprend que pourquoi ce mec-là les intéresse, en tout cas intéresse le réalisateur, c'est parce que ça lui fait penser à sa mère. C'est parce que lui, il voit des parallèles avec sa mère, ou parce que lui, à ce moment-là de sa vie, il est un peu obsédé par la question de sa mère, il fait des recherches dessus, ça le travaille, il repense à cette image de coup de feu. D'ailleurs, qui est un peu bizarre, cette image de coup de feu, quand on y repensant, c'est hyper violente d'un coup, et en plus après, il parle quand il le fait, ça fait comme un orgasme, et puis il nous dit ça, puis après il nous laisse regarder l'image, c'est vrai que ça ressemble effectivement. En tout cas, sa réaction après le coup de feu, ouais, les gens... Oh God. Mais c'est vrai qu'il y a ça permet de fait de dire que oui, c'est évident que pourquoi il s'intéresse à cette partie-là, parce que lui, ça lui rappelle sa mère, qu'ils peuvent aussi insérer des idées donc contemporaines de l'Irlande, des lectures contemporaines et le fait qu'il ne crée pas de lien entre les deux, ça permet de faire vivre en fait que quand on crée une œuvre d'art, on y met toujours des trucs, et que finalement, quand lui parle du Chili, il parle de sa mère et il aurait mis des trucs. Oui, d'ailleurs à la toute fin, en fait, ils font dans la dernière phrase, je crois, un lien entre les deux. Mais c'est vrai qu'avant ça, les deux histoires cheminent de manière complètement autonome. D'ailleurs, la plupart du temps, chacune est reliée à une voix off, d'ailleurs. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il nous montre que qu'on raconte est toujours situé dans notre moment de vie, dans notre personne et notre vécu, et qu'en fait, on s'intéresse pas à une histoire de manière totalement neutre et hors sol. On est toujours, sûrement que tout le monde l'a vécu, mais quand un livre nous parle, ou quand on a envie de faire une œuvre d'art, c'est souvent parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le réel qui viennent un peu piquer notre curiosité ou nos affects par rapport à ça. Et ça, il le visibilise. Mais c'est toujours intéressant parce qu'il le visibilise à travers un avatar quand même. C'est l'acteur qui lit finalement la voix de la mère. Ça crée des espèces de strates qui sont assez fascinantes à regarder. Et ça vient aussi un peu répondre à la question qu'on disait tout à l'heure sur les lieux de tournage, parce que c'est pas vraiment adressé comme ça, mais on comprend que la fidélité au réel, pour la fidélité, on va dire, la fidélité pour la fidélité, finalement, c'est pas forcément très fécond, parce que c'est plus une contrainte. Et on comprend petit à petit dans le film que l'infidélité, c'est-à-dire prendre des écarts avec le réel, s'éloigner, en fait, c'est plus un gain qu'une perte, parce que ça permet d'y insérer des idées, ça permet d'y insérer de la symbolique, comme on disait, ça permet d'ouvrir en fait à d'autres portes par rapport à juste une reproduction du réel. De dire que, par exemple, effectivement, avec cette histoire de baron, on peut parler de la colonisation de l'Irlande, on peut parler effectivement des Irlandais après, à New York, on peut faire des parallèles avec eux, on peut faire... Donc il y a aussi cette idée que quand on va consciemment s'éloigner du réel, en sachant pourquoi on le fait et comment on le fait, on va pouvoir gagner quelque chose plutôt que perdre. Alors qu'il y aurait cette idée, éventuellement, là on perd en fidélité, donc finalement c'est pas terrible. Mais non, eux, il y a quand même cette idée de recherche d'autres choses. Un peu comme Herzog. Un peu comme Herzog, ouais, de quelque part. Où lui c'est un peu différent, parce que ce qu'il appelle, donc, on a déjà parlé, mais l'ecstatic truth, la vérité extatique, qui est que le réel, il n'y a pas que ce que l'on voit, il y a une dimension mystique. Lui, c'est vraiment dans la dimension religieuse, mystique. Et que le mensonge, que la mise en scène, faire des choses à des gens, par exemple, il va les faire jouer des illuminés, des fois. Il y a un film où il fait marcher des gens sur un lac, comme si c'était un espèce de truc, une espèce de culte, alors que tout est faux. Mais il se dit, là, on touche à quelque chose de la force de la nature, qui va venir habiter des corps et tout, et lui, il voit pas ça comme une manipulation ou un mensonge. Il dit, non, en fait, je découvre les invisibles, les forces invisibles du monde. J'adore parce que toi, t'as tes rêves de Herzog, et moi, pendant ce temps, j'avais la chanson de Kenny Arcana, Je viens d'un monde où tout est faux. Ouais. Chacun ses rêves. Où il y a Lynch, comme on en parlait aussi avec Paco, We Are Like the Dreamer ou Dreams. Oui, Inside of a Dream. Ouais.
où effectivement tout devient en fait construction d'un réel, et que qu'est-ce que c'est le réel, ce n'est que ça, la représentation que l'on se fait d'éléments, de trucs physiques en fait, et nous on les met bout à bout, puis ça fait du réel. C'est vrai. Mais il y a quand même un petit moment dans le film que moi, d'ailleurs, c'est un de mes moments préférés, où ce que j'aurais défini comme en tout cas le réel, et ce que je définirais par un petit moment dérangeant ou un peu bizarre, vient vraiment se rappeler de manière très très intense mais très très courte. Je vais le décrire parce que je le trouve intéressant. C'est un moment où on a donc l'actrice de voix off qui est en train de raconter, narrer comme elle le fait depuis le début, et puis tout d'un coup, elle prend une pause, sans explication, je sais plus si c'est au milieu ou à la fin d'une phrase, et puis elle reprend la phrase qu'elle vient de dire. Donc on comprend qu'en fait elle s'est trompée, ou qu'il y a eu peut-être un commentaire qui disait t'as pas bien dit, recommence, et qu'elle a dû recommencer. Et c'est un peu déstabilisant parce qu'au début tu comprends pas trop pourquoi elle prend une pause et pourquoi elle reprend, puis au final au moment où elle redit la phrase, tu finis par comprendre que c'est ça qui était en train de se passer, que ce qu'on vient d'assister en fait c'était une erreur dans le réel, alors qu'elle était en train plutôt dans un mode de narration fictionnelle. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant comme moment, notamment parce que l'image, en une demi-seconde, elle change totalement, alors que c'est la même image. C'est-à-dire qu'on a cette voix très, comme on a dit, monotone, mais aussi très bien placée, très bien posée, qui vient souvent appeler des images et les accompagner. Donc on a cette voix-là, qui tout d'un coup, par le silence et la répétition, revient dans le corps de l'actrice, revient dans le moment le plus présent de l'image, et on est en train de voir une scène et plus les images à venir par la voix. Et j'ai trouvé que juste ça, c'était vraiment super de l'avoir laissé dans le film, d'avoir une même image qui change de régime totalement en 5 secondes. C'était quand même très très fort. Et c'était presque décevant qu'il n'y ait pas ça plus souvent, parce que la plupart du temps, les erreurs, elles sont tellement mises en scène qu'elles en perdent un peu ce potentiel de changement d'image. Alors que là, c'est là quoi. C'est beau vocabulaire que j'utilise. Non, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'incursion du réel dans un truc très contrôlé qui vient briser en fait effectivement ce contrôle que l'on a depuis le début, qui est aussi inséré par cette idée de script dont on a déjà parlé, mais qui est écrit à rebours, donc qui contrôle toute l'image, mais qui en même temps on sait que c'est écrit à rebours, mais c'est dit au présent. Donc là, ça vient vraiment déstabiliser toute cette mécanique très bien huilée. Mais effectivement, je trouve aussi que c'est un peu dommage que ça n'arrive pas assez souvent, et je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans leur montage. Au lieu de créer des potentialités, ça vient plutôt les refermer. Il y a quelque chose d'un peu... Ouais, moi qui m'a pas entièrement convaincu. Genre, je suis content que le film existe. Je pense que c'est très intelligent comme film, ça a été très réfléchi. C'est des gens qui sont très joueurs avec érudits, la forme. qui sont très érudits et qui ont une compréhension de l'art qui je pense, est tout à fait pertinente. Mais c'est vrai qu'en termes de vidéo-essai, en termes de proposition esthétique, c'est pas forcément ce qui, moi, m'a chamboulé. Alors que quand on va, par exemple, sur Mubi, c'est écrit genre « nos réalisateurs préférés ». C'est vraiment des gens qui ont une réception critique qui est très très bonne. C'est considéré comme des petites perles cachées. C'est vrai, des diamants bruts. Des diamants bruts à découvrir. Ouais, bah c'est peut-être parce que finalement, comme on l'a dit, les moments où ils se mettent un peu en danger dans leur dispositif, c'est-à-dire qu'ils essaient de se faire confronter le réel et la fiction, le documentaire et la fiction, sont très courts. Et que la plupart du temps, le tout est vraiment très contrôlé, très mis en scène. Ce qui, moi, me faisait poser la question, mais toi, t'étais pas forcément d'accord avec moi, de dire, est-ce que c'est vraiment est-ce que le degré documentaire prend le pas sur le degré fictionnel du film ? Après, fictionnel et mise en scène, c'est pas tout à fait la même chose, mais sachant que la plupart des choses dans ce film sont des choses qui ont été prévues, écrites, et qui sont jouées d'ailleurs, dites par des actrices professionnelles. Je sais pas, est-ce que t'as un avis sur ça ? Non, moi je pense quand même documentaire. Moi je le vois pas comme un film de fiction qui s'est passé pour un documentaire ou l'inverse. Je pense que c'est purement un documentaire parce que il nous donne effectivement un instant T d'une recherche, qui nous donne des informations factuelles sur deux vies, la mère et le baron. Et puis c'est une mise en scène qui est absolument sans narration. Je veux dire, les éléments, on les a dans le désordre, il n'y a pas forcément d'évolution, il n'y a pas de début ni de fin, on n'est pas du tout dans une recherche d'une histoire ou de fictionnalisation de ça, on est vraiment dans la juxtaposition d'éléments du réel, avec effectivement une forme très contrôlée et assez rigide. Mais pour moi, ça en fait pas pour autant pas un documentaire.
Merci pour ces définitions plus précises. Mais après, si cette forme-là vous intéresse, vous parle, il y a, je pense, malheureusement ou heureusement, beaucoup de gens qui le font mieux qu'eux. On a cité Godard, mais il y a aussi il y a Chris Marker, il y a Johan van der Koken, il y a... Moi, dans les films qui sont sortis l'année passée, qui reprennent un peu une partie de leur dispositif, il y a Le Grand Tour de Miguel Comch, qui joue un petit peu sur cette idée aussi de rencontre entre la narration et des images documentaires, où c'est vraiment, on nous narre une histoire et parfois sur des images totalement contemporaines alors que l'histoire se passe 2 ou 3 siècles avant. Il y a vraiment une rencontre entre ce que la voix nous raconte et ce qu'on est en train de voir. Et c'est vraiment un super film pour ça. Ouais, Avimo Grabi aussi, je pense qu'il a fait des trucs qui ressemblent un peu. Donc il y en a plein qui c'est pas du tout une forme, ils ont rien inventé à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que vous pouvez commencer par ça, mais il y en a beaucoup d'autres qui moi je trouve plus intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres aspects du film que tu penses qu'on n'a pas encore mentionné, que tu voudrais mentionner ? Moi je pense que c'est bon. Je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Ouais. Ben alors on arrive à la fin de cette critique, on va peut-être passer au reco. Moi je vais commencer avec ma réalisatrice préférée qui a un film qui tourne en salle en ce moment, qui d'ailleurs est qui est quand même un peu comment on dit ça, la maîtresse dans l'art de confronter images documentaires avec images fictionnelles, ou en tout cas des actrices professionnelles à un régime documentaire. C'est donc Sophie Le Tourneur qui a sorti le deuxième film de sa trilogie de Voyage en Italie. Donc le premier s'appelait Voyage en Italie et se mettait en scène avec Philippe Catherine en tant qu'amoureux qui partait faire un petit voyage en Italie. Et là, c'est donc l'Aventura où ils repartent faire un voyage en Italie mais avec leurs 2 enfants, une adolescente de 12 ans et un enfant de 3-4 ans. Et c'est vraiment super. C'est les meilleurs films de vacances que vous pouvez voir. Elle a vraiment une technique très spécifique de construction et de montage de ses films. C'est vraiment une petite bricoleuse. Et ce qui fait qu'elle arrive à capter et à visibiliser des moments de réel comme personne n'arrive à le faire. Vraiment, moi j'ai vu mes vacances en Italie quand j'étais enfant. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça devait être dur d'être parent. C'est très drôle, c'est vraiment... Enfin bref, comme elle le dit à un moment donné, parce qu'il y a aussi tout un discours un peu méta sur le film en train de se faire, et Philippe Catherine lui dit, enfin pourquoi tu fais ce film, personne s'y intéresse à ce qui nous arrive. Et elle lui dit, mais non, ce film c'est tout, et je suis hyper d'accord avec ça, c'est tout, c'est hyper kitsch de dire ça, mais allez voir ce film. Oui, moi je vais vous conseiller une entrevue faite par la chaîne Lundi Matin, sur laquelle je suis tombé. Donc il s'appelle Intelligence artificielle et technofasciste, donc une interview de Frédéric Nérat, que moi j'ai trouvé absolument fantastique. Je me suis un peu renseigné sur l'intelligence artificielle et j'ai surtout vu des arguments écologiques, des arguments aussi, le fait que c'est des entreprises dirigées par des fascistes qui font de l'IA, donc un bon argument. C'est un bon argument. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment un aspect philo et presque philosophique et métaphysique de qu'est-ce que l'IA, en fait, c'est quoi notre rapport à l'IA, le fait de se confier, en tout cas de confier une partie de notre agentivité à ce qu'il appelle un objet qui n'a pas de dehors. Donc on va aussi donner complètement le contrôle de notre vie à ce truc dont son objectif principal est d'organiser de façon la plus performante notre vie, où il explique que par exemple maintenant il y a des outils d'agenda où l'IA va décider, là tu as un trou entre 2 trucs, tu vas faire ça. Ou en tout cas il va te proposer de faire ça, et donc lui il dit il y a vraiment une espèce d'abandon de nos vies, et il va vraiment dans des aspects beaucoup plus abstraits peut-être, mais qui moi m'ont beaucoup parlé et qui en tout cas j'ai trouvé que c'est des arguments assez puissants contre l'IA. Et il y a un autre podcast, parce qu'il y a 2 livres qui sortent quasiment en même temps, qui ont quasiment le même nom, donc Technofascisme, l'Apocalypse Nerds, qui est un autre livre, et ils ont fait aussi une entrevue avec un autre podcast qui s'appelle Propagation, et l'épisode c'est de quoi le fascisme est-il de quoi le technofascisme est-il le nom, et je trouve que ça complète très très bien, donc les 2 entrevues se parlent bien, donc si jamais le sujet du technofascisme et de l'IA vous intéresse, je vous conseille vivement ces 2 entrevues.
Même ça vous intéresse pas, parce que je pense que c'est des trucs où c'est important de se renseigner sur ça, parce qu'on est dedans, et que c'est les trucs qui sont pas forcément tangibles et qu'on n'a pas forcément les outils nécessairement pour les observer et les critiquer. Ouais, et je sais que c'est très difficile en fait comme nous, si vous évoluez dans des milieux un peu culturels et tout, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA, c'est très difficile de trouver des arguments en fait, autres que moi j'utilise pas parce que je trouve ça nul. et c'est très difficile en fait de pas passer pour un illuminé qui refuse d'aller avec son temps. Donc je pense que oui, nous on est très anti-IA sur qui relève du document. Totalement anti-IA. Notamment on préfère que faites des dessins moches, faites des trucs moches, faites des trucs qui marchent pas totalement, qui fonctionnent pas, mais faites en fait, parce que c'est une forme d'émancipation, c'est une forme de pratique. Et moi ce qui me débecte le plus avec l'IA, c'est que ça détruit la pratique de l'art. C'est vraiment quelque chose qui est orienté. C'est un aboutissement du capitalisme où la pratique artistique devient avant tout performance. Il faut que ça soit performant. Tu fais une image, il faut qu'elle soit belle. Et belle selon des critères, selon des standards qui sont juste des standards de qualité. Il faut que ça ressemble à peu près à ce que tu as envie de faire. Quoi. Oui, puis dans les standards de qualité qui sont très propres à ce qu'on considère comme désirable dans le capitalisme. Ouais. Donc lisse, aux couleurs chatoyantes, voilà. C'est ça. Et je pense que ça sera toujours mieux pour vous de faire un dessin moche plutôt que de générer, même là, il y a le 18 septembre qui arrive, faites des dessins moches pour vos tracts, ne les faites pas en IA, putain de merde. Et les dessins moches, c'est trop beau en plus. Oui, et moi je pense qu'on pourrait effectivement, une manière de lutter contre l'IA, c'est le dessin moche. En tout cas, de faire des pratiques artistiques par des amateurs, par des gens qui n'ont pas pour but de vendre ce qu'ils veulent faire, d'en faire quelque chose de performant, mais juste qui est qu'une pratique. Et puis pour vous, c'est tellement le kiff de faire un dimanche, vous sortez de la peinture, une toile ou un bout de papier, et puis vous peignez 1 ou 2 heures, et puis ça sera toujours mieux que de faire générer une image par IA. On est d'accord. On revendique le dessin moche. Bah, t'as vu notre logo. Waouh, je suis pas vexée. Bon, on termine cet épisode et on n'annonce pas encore le prochain parce qu'on sait pas trop avec qui on va faire une entrevue. Non, mais il y a des entrevues de prévues qu'on a mis en chantier. On espère que ça arrivera vite et que ça sera cool. Et merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao.